Bonjour tout le monde. Je remercie toujours la Philippe qui a l'habitude, m'invite, me donne l'occasion de parler d'une thématique respiratoire. Aujourd'hui, je vais parler de la glucocorticothérapie dans pneumologie. Et le terme gluco, j'insiste beaucoup parce que quand on va faire les rappels, on saura ce que c'est que la glande surrénale. Alors, juste, vous savez très bien mon attachement à l'histoire, juste pour vous dire qu'en 1800 déjà, un Anglais du nom de Thomas Addison, pas Edison, Edison c'est l'électricité, Addison a décrit une maladie qui est due à une atteinte des glandes surrénales et qui conduisait à la mort. Et que William Osler avait montré que quelques années plus tard, pratiquement un siècle après, a montré que l'administration d'extraits de glandes surrénaliennes allait sauver ses patients. C'était la maladie d'Addison, c'était de la corticothérapie qui provenait de bovins. Richter et Kendall, en fait, c'est deux chercheurs, l'un américain, l'autre suisse, polonais, ont découvert au début de l'ancien siècle, le dernier siècle, une substance, mais qu'ils ont sortie en très faible quantité et qui était extraite de la corticosurrénale. En 1941, après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, les Américains ont déclaré la guerre le lendemain à l'axe du mal. Et Delano Roosevelt a créé la première agence, l'ancêtre de la CIA, qui est l'agence des services secrets américaine. Et c'est grâce à elle qu'on a la cortisone aujourd'hui. Cette agence a financé les travaux de recherche de Kendall. Et Kendall a pu, quelques années plus tard, sortir à partir de 500 kg d'extrait surrénalien 500 mg de cortisone, substance qu'il appellera par la suite, quand il va collaborer avec les premiers laboratoires qui vont l'industrialiser dans les années 40, fin des années 40, début des années 50, par les laboratoires Merck. Ironie du sort, cette hormone sauvera la vie de l'un des présidents américains qui a financé l'agence des services secrets américains pour découvrir la cortisone, qui est John Fitzgerald Kennedy, qui était atteint de la maladie d'Addison. C'est quand même trop d'histoire, je pense. Il faut passer aux choses sérieuses. Un autre Américain, Philip Hench, qui était, lui, rhumatologue, avait constaté que les femmes, lorsqu'elles tombaient enceintes, leur symptomatologie s'atténuait. Et il a dit que c'est peut-être grâce à ça qu'il a pris cette hormone, on va dire la cortisone, et il a été le premier à traiter la polyarthrite rhumatoïde par la cortisone, qu'on appelait à l'époque commercialement Cortone. Et puis, en 1952, ces trois hommes, le rhumatologue Hench, le biologiste Kendall et le polonais suisse Richter, reçoivent le prix Nobel pour leurs travaux. Je rappellerai donc la surrénale. La surrénale est une glande qui comporte une partie corticale et une partie médulaire. Une partie corticale qui va sécréter tout d'abord les minéralocorticoïdes, c'est l'aldostérone, c'est pour l'homéostasie hydrique et des électrolytes. Des glucocorticoïdes, c'est cortisol et cortisone, et nous allons voir leurs actions. Et enfin, une autre zone, la zone réticulée, qui va sécréter les androgènes. Et je pense qu'on en a parlé à l'instant, et je ne voudrais pas entrer dans un terrain miné pour moi. Nous avons également la médulosurrénale, laquelle va sécréter les catécholamines et qui nous sont utiles en pneumologie parce que c'est les bronchodilatateurs que nous utilisons en général. Rapidement, ce que font l'hormone de la médulosurrénale, et je passe, on l'utilise en pneumologie essentiellement, et je partirai sur le glucocorticoïde. Et j'insiste sur le terme glucocorticoïde, parce que souvent on dit il a reçu des corticoïdes. Les corticoïdes sont nombreux. Il n'y a pas que les glucocorticoïdes qu'on utilise. Il y a les minéralocorticoïdes et il y a les androcorticoïdes. Et je parle devant un parterre d'endocrinologues. J'espère qu'ils me donneront raison. Si je n'ai pas raison, je m'arrête et je vais m'asseoir. Bien. Alors, les glucocorticoïdes, en général, sont des dérivés de cholestérol. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires, immunosuppressives et cytotoxiques. Alors, deux grands mécanismes d'action. Ils vont agir par une action génomique. C'est en fait le glucocorticoïde qui va pénétrer dans la cellule par
une action purement osmotique, un gradient de concentration, retrouver un récepteur. Avec le récepteur, il va attaquer différents sites cellulaires. Il va sur les domaines d'activation du gène, de la liaison à l'ADN et en fait des zones des ligands. Ce qui va entraîner une inhibition des sécrétions des substances pro-inflammatoires et des substances inflammatoires. Il a également une activité, ça selon le mode d'action non génomique, elle est rapide, il est un petit peu mal connu, et il va agir sur les signaux intercellulaires. Alors, l'action des corticoïdes, il se fait à différents niveaux. Nous avons, c'est un effet anti-inflammatoire. Vous n'avez pas de fléchette ici? Bon, pas grave. Alors, le petit rond là, comme le virus du corona, bon, on commence par là. Alors, une activité anti-inflammatoire et immunosuppressive, une action cardiaque avec une augmentation des effets des catécholamines. Ils vont également entraîner une lipolyse, ils vont répartir les graisses, ils vont augmenter tout ce qui est, stockage de sucre, donc en augmentant la néoglucogénèse. Merci Naïm. C'est pas grave. Ils vont augmenter tout ce qui est néoglucogénèse, donc ils vont stocker les sucres au niveau du foie. Ils vont aussi entraîner une protéolyse, donc ils vont réduire les protéines, une liste des protéines. Et donc ce qui expliquera leurs effets cliniques lorsqu'ils sont en excès. Alors, je récapitule, donc ils auront une modification des répartitions des graisses, une résorption osseuse et une réduction de la vitesse de croissance, une insulinorésistance, mais aussi un stockage de sucre par le glycogène. L'immunodéficience est bien sûr l'irritabilité, l'euphorie, le syndrome maniaque, le métabolisme. Le seul effet bénéfique, nous avons que tous c'est des effets délétères, le seul effet bénéfique étant l'action anti-inflammatoire. Alors, comment ils agissent pour l'action anti-inflammatoire? En fait, ils vont agir sur les phospholipides membranaires, et plus particulièrement l'acide arachidonique. Et donc, par un effet enzymatique, on va arriver à un blocage de cette production de prostaglandine, que nous allons voir tout à l'heure, et de thromboxane et de leucotriène au niveau cellulaire dont le point de départ étant le phospholipide membranaire. Cette action donc va inhiber les cytokines. Ils auront une action sur toutes les étapes de la phase de la réponse immunitaire, qu'elle soit la présentation antigénique de l'agent qui va entraîner une infection, qui va entraîner une réaction inflammatoire, la prolifération des lymphocytes qui vont être les effecteurs, mais également la différenciation de lymphocytes. Ils vont même agir, nous allons voir tout à l'heure, sur la production des lymphocytes B en réduisant la production d'anticorps. Alors, ils ont une action anti-allergique. L'allergie n'est qu'une réaction inflammatoire, comme vous le savez tous. Donc, en inhibant la production de prostaglandine et de leucotriène, en réduisant et en inhibant la capacité des IgE à se fixer sur les agresseurs, c'est-à-dire les antigènes, et en, bien sûr, réduisant la capacité de production cytotoxique des polynucléaires éosinophiles qui sont engagés dans la réaction inflammatoire allergique. Alors, nous allons aborder 5 types de corticothérapie. Les corticoïdes commencent très tôt dans la vie d'un enfant. Je pense que tout un chacun parmi vous a déjà prescrit des corticoïdes oraux. Certains ont donné des corticoïdes aussi, la plupart ont donné des corticoïdes inhalés. Certains ont donné des corticoïdes en long cours. Certains ont reçu des bébés qui ont reçu des glucocorticoïdes de par leur gynécologue. Et enfin, très peu parmi nous ont utilisé des bolus. Là, on parlera de ces 5 types de corticothérapie. Alors, la corticothérapie anténatale, c'est une technique qui est utilisée pour réduire la maladie des membranes hyalines, le risque d'hémorragie intraventriculaire et l'entérocolite. Alors, le but, c'est de saturer et de permettre une production optimale en surfactant, qui est l'élément clé dans cette maladie membrane hyaline. Alors, la maturation pulmonaire est souvent corrélée
au niveau d'augmentation du taux de cortisol pendant la grossesse, qui va se refléter dans notre pratique par le taux de la lécithine sur la sphingomyéline. Alors ce rapport-là, en général, les gynécologues l'utilisent pour pouvoir guider le suivi de leur grossesse, surtout les grossesses où il y a un risque de prématurité parce que le poumon n'aura pas le temps, n'aura pas suffisamment de temps pour être mature au moment de l'accouchement. Donc, ils aident. Alors, ces corticoïdes qui vont être utilisés auront un effet en général après 24 heures, disparaîtront après 7 heures. Donc leur effet étant pratiquement pendant une semaine après l'injection. Comment on utilise? Quel corticoïde on utilise? Alors tout d'abord, il faut que le corticoïde ait une action intrinsèque, c'est-à-dire au niveau du poumon maximal. Il faut qu'il ait une action minéralocorticoïde la moindre possible, parce que déjà la femme avec sa grossesse est sujette à de l'hypertension artérielle gravidique. Un minéralocorticoïde pourrait aggraver la situation. Alors les médicaments utilisés sont en général la dexaméthasone et la bétaméthasone, donc c'est des fluorocorticoïdes ayant ces propriétés-là, d'avoir un effet glucocorticoïde important et un minéralocorticoïde minime. L'hydrocortisone n'est pas utilisé parce qu'il faudrait donner des doses énormes pour pouvoir y arriver. Et enfin, la prédnisone et la prédnisolone et la méthylprédnisolone, eux, ils sont transformés lors de leur passage par la membrane transplacentaire. Donc, du coup, les seuls produits qui peuvent être utilisés pour maturer un poumon, c'est la dexaméthasone et c'est la bétaméthasone. Alors, bon, pour la bétaméthasone, c'est en général, je vais passer rapidement, c'est 2 injections de 12 mg en IM avec 24 heures d'intervalle. On peut utiliser 2 cures, mais en général, on s'en contentera d'une seule. La deuxième cure, c'est uniquement lorsque le risque d'accouchement prématuré est beaucoup plus important. Et ceci a pu permettre d'avoir une réduction de l'incidence de la maladie hémorragique, la maladie membrane, pardon. La dexaméthasone, le protocole est de 4 injections. Il n'apporte pas un grand plus, expose au risque de plus de césarienne chez les femmes enceintes. La corticothérapie en courte maintenant, orale. Alors c'est une corticothérapie qui ne doit pas dépasser les 10 jours. On joue sur l'effet anti-inflammatoire et l'effet anti-allergique. Elle est souvent utilisée en urgence. Il va réduire l'inflammation pulmonaire et dans ce cas-là, on l'utilisera dans les états d'hypersensibilité de type 1, urticaire, œdème de Quincke, crise d'asthme. Et le terme crise a réapparu. C'est ça, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont été à Paris récemment. On reprend le terme crise à la place d'exacerbation. Il y avait crise, on a dit exacerbation, maintenant on revient à crise. Bon, c'est tant mieux, ça me facilite les choses. Mais également les effets anti-inflammatoires et pour les maladies auto-immunes, par exemple l'hémocidérose, on peut donner des cures courtes. Pour préparer un corps étranger à une bronchoscopie, pour certaines atteintes avec une atélectasie pour pouvoir préserver le lobe, donc on cherchera l'effet, bien sûr, anti-inflammatoire pour avoir le moins de séquelles. Certaines formes de tuberculose, on peut utiliser des corticoïdes en court cours, et bien sûr dans certains états septiques, bien sûr avec la maîtrise du processus infectieux. Ben c'est tout. Or, 90% de nos corticoïdes que nous prescrivons sont prescrits pour autre chose, en dehors de ces indications. La voie, c'est orale, prédnisone, prédnisolone. Parfois de la dexaméthasone ou de la méthylprédnisolone, si la voie orale est impossible ou si l'enfant vomit beaucoup ou si l'enfant est inconscient. Alors, nous avons quand même, dans ces corticothérapies courtes, un risque d'hypocalémie. Donc, il faut être vigilant avec le taux de potassium. Pas de mesure adjuvante en général, on n'en a pas besoin. Et l'arrêt peut se faire en dégression. Retenez que les indications sont bien claires. Je dis bien, c'est uniquement pour les crises d'asthme, l'état d'hypersensibilité, les maladies inflammatoires particulièrement. La corticothérapie en cours longue, c'est des pathologies inflammatoires le plus souvent et des maladies auto-immunes, comme je citerai par exemple l'hémocidérose, les pneumopathies interstitielles, les séquelles de virose, les bronchiolites oblitérantes. Et parfois, c'est en relais après un bolus de corticoïdes. Alors, la dose d'attaque
est instaurée, puis après, on passe à une cure dégressive. Les médicaments les plus utilisés sont la prédnisone et la prédnisolone, donc je passe sur les posologies, sont dépassés bien sûr 60 à 80 mg kg. Alors, cette posologie initiale va être maintenue pendant 2 à 4 semaines selon le type de la pathologie, selon l'évolution, sa sévérité et l'évolution de ce traitement. Et puis, on engagera une phase dégressive qui se fera par palier de 1 semaine à 4 semaines selon l'affection, comme j'ai dit. Alors, ici, nous avons besoin de mesures adjuvantes, telles un régime sans sel et bien sûr un régime sans rajout sucré. Supplémentation calcique en vitamine D. Pour la supplémentation potassique à la protection digestive, elle est discutable de toutes les manières. Retenons une seule chose pour la corticothérapie au long cours. Il n'est nullement indiqué d'utiliser des corticoïdes retard. D'ailleurs, je pense qu'ils ont tous été retirés du marché. Pour les anciens comme moi, on se rappelle qu'il y avait des injections que certains patients faisaient tous les 15 jours ou tous les mois et que c'était que des corticoïdes retard. On se cachait le fait qu'on est en corticothérapie au long cours sous le fait qu'on ne le voit qu'une fois par mois. Donc les corticoïdes retard sont aujourd'hui contre-indiqués, aucune place. Alors les risques sont nombreux. Tout d'abord, un risque infectieux qui est dû à lui-même à plusieurs facteurs, sur la fragilité de la barrière, diminution des fonctions phagocytaires, la réduction des monocytes et également une réduction des lymphocytes T4 et également même une baisse de la production d'immunoglobulines par les lymphocytes B. Donc tous ces processus physiopathologiques vont faire que le patient glucocortisonné va être sujet à l'infection. Mais également, la grande qu'on nous a toujours décrit, et c'est parce qu'on n'en a jamais vu, on a très peu vu, que nous osons prescrire de façon largamène. Alors, l'insuffisance surrénalienne donc, est réelle. Alors, il y a des situations à risque. C'est d'abord la durée de traitement, la voie d'administration, essentiellement lorsqu'il est par voie générale, et lorsque les doses journalières sont importantes. Les symptômes cliniques sont non spécifiques et c'est pour ça que nous détectons très peu d'insuffisance surrénalienne. Le diagnostic sera fait par la cortisolémie à 8 heures du matin. Le traitement donc, peut être un traitement substitutif par l'hydrocortisone en général. Alors, les autres effets secondaires. On peut avoir de l'hypertension artérielle. On peut avoir de l'atrophie épidermique. On peut avoir une intolérance aux hydrates de carbone, carrément un diabète, des vergetures, de l'acné, de l'hypertrichose, l'hypopigmentation, des ulcères, des gastrites, des troubles psychiatriques. Et je vous parlerai d'un cas. Je vous parlerai d'une fille que j'ai actuellement au service. C'est une fille de 10 ans. Il y a, entre le titre et la place dans ces 10 ans, qui a vu s'installer une maladie, qui n'a pas encore été réellement diagnostiquée, mais bon, une dyspnée d'effort, puis c'est une dyspnée qui est devenue une dyspnée au repos. Et lorsqu'il a fait son scanner, c'était une pneumopathie interstitielle. Il a reçu 4 bolus. Il a, à l'examen à l'admission au service, 49 kilos pour 10 ans. Et il avait eu une corticothérapie pendant 1 année, de façon entrecoupée. La tension était limite, l'hémoglobine glyquée élevée et le cortisol complètement freiné à 0. Ça existe, le syndrome de Cushing induit. Vous voyez les vergetures et le faciès rond, lunaire. Son EFR montre un syndrome restrictif, comme vous voyez ici, et une diffusion de DLCO qui est faible, témoignant du processus restrictif de son poumon et très probablement de sa pathologie interstitielle. On s'est amusé à faire la densité osseuse. Il est à moins 5 déviations standard sur l'ostéodensitométrie, sur les lombaires, et donc avec son poids, j'avais probablement un risque médulaire important. Sur les fémurs également, il y avait entre 2 et 3 déviations en Z-score. Alors, voilà ce que c'est que la corticothérapie par voie orale.
celle que nous utilisons tous. Je rappellerai une seule chose, c'est que l'effet de la corticothérapie en durée courte est additif. C'est bien de donner 5 jours, c'est bien de donner 6 jours, mais il faudrait compter combien de fois on l'a fait par an. Et ça pourrait revenir à une corticothérapie au long cours. Pour le bolus, j'essaierai de passer rapidement, c'est en général pour avoir un effet immédiat et pendant plusieurs jours. L'indication se fait en général sur 3 jours. C'est une injection de pratiquement 20 à 30 mg de méthylprédnisolone avec un maximum de 1 g avec la voie. Donc, en général, une perfusion lente. Il faudrait être méfiant avant d'entamer un bolus, donc un bilan infectieux. Il ne faut pas que l'enfant soit infecté. Il faut un ionogramme pour veiller sur l'équilibre des électrolytes, et plus particulièrement le potassium. Le bolus sera suivi d'un régime sans sel pendant la période, d'une restriction de rajouts sucrés, et en général, on pourra faire une supplémentation calcique. Alors, l'intérêt, c'est l'obtention d'une action locale très rapide. Pardon. Je passe à la corticothérapie inhalée. Là, il y a un problème sur vos... Ou bien c'est moi qui me suis... Parfait. Alors, donc le bolus, les indications, c'est en général des pathologies très particulières, hospitalières en général, c'est pour des séquelles de virose, en général, c'est des détresses respiratoires et c'est dans des cas septiques très sévères avec, bien sûr, se méfier de processus infectieux. Alors, pour la corticothérapie inhalée, et sur ça que je vais m'attarder essentiellement. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir une action locale. Comme je dis aux patients, quand on a mal à l'oreille, on prend des gouttes auriculaires. Quand on a mal aux yeux, on prend un collier oculaire. Pourquoi avoir peur d'un aérosol pulmonaire? Je pense que culturellement, aujourd'hui, les choses passent mieux, mais avant, c'était niet. Les patients refusaient catégoriquement l'utilisation de corticoïdes inhalés. Alors, c'est quoi un aérosol? Un aérosol, en fait, c'est des substances, on va dire, liquidiennes ou solides qui sont en dispersion dans un gaz. Puis après, le dépôt au niveau de l'arbre respiratoire, comme vous savez, l'arbre respiratoire commence par le nez. Le dépôt au niveau de l'arbre respiratoire, des voies respiratoires, dépendra du diamètre. On parle de diamètre massique médian ou bien de diamètre aérodynamique massique médian. En fait, c'est la moyenne des diamètres des petites particules qui existent dans l'aérosol. Ce diamètre va donc influencer le dépôt. Et ça dépend où on veut aller. Par exemple, lorsqu'on a une pathologie des cordes vocales, bon, un dysfonction laryngée paroxystique, bon, moi, ça ne me dérange pas qu'un enfant utilise un aérosol directement dans la bouche. Mais quand je veux traiter un asthme, ben, je traiterai avec une chambre d'inhalation générale. Alors, ces corticoïdes ont beaucoup d'intérêt dans la mesure où ils ont une absorption rapide, locale, au niveau pulmonaire. Ils sont métabolisés dans le foie et ils sont éliminés par le rein. Donc, faites attention, ajustez vos doses quand vos patients sont insuffisants hépatiques ou ils ont insuffisants rénaux. Une diffusion intracellulaire, on l'a dit dans les mécanismes physiologiques tout à l'heure, ça ne change pas que le glucocorticoïde soit inhalé soit oral. Ils ont une forte liaison aux protéines plasmatiques, nous allons voir pourquoi. Alors maintenant, je voudrais vous donner une vieille plaque sur les corticoïdes. Et si on fait le taux sérique d'un corticoïde inhalé chez une personne asthmatique et chez une personne qui n'est pas asthmatique, on voit que le taux sérique est beaucoup plus important que chez la personne non asthmatique. Ça veut dire que si vous donnez des corticoïdes inhalés chez des personnes qui ne sont pas réellement asthmatiques, ils courront beaucoup plus de risques d'effets secondaires. Alors, les particules en général de 5 microns se déposeront par impaction au niveau des sphères ORL, et c'est pour traiter les pathologies ORL. Les particules de 3 microns partiront, eux, dans le poumon. Chez le nourrisson, on privilégie des particules de 2-4 microns. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le marché, nous avons 2 types de particules, les particules standards et les particules ultra fines qui peuvent aller jusqu'à 1 micron. Là, c'est pour le dépôt très distal, mais c'est des substances qui peuvent avoir un mouvement brownien. Ça veut dire qu'on les inhale et on les expire. Donc, on adaptera en fonction de l'âge et du dispositif d'inhalation la molécule à utiliser. Alors,
j'en ai parlé sur l'efficacité dépendra du pot pulmonaire et du degré de rétention au niveau du poumon. Plus un corticoïde inhalé est retenu au niveau du poumon et ne passe pas dans la circulation, plus il sera efficace. Et moins on aura d'effets secondaires parce que le poumon ne métabolise pas, ne catabolise pas les corticoïdes. Et la partie qui va aller au niveau du poumon et la partie qui va être déglutie se retrouveront tous en circulation pour subir un passage hépatique qui, lui, sera catabolisant. Donc, plus le corticoïde restera dans le poumon, moins j'en aurai dans le secteur plasmatique et sérique. Alors, j'ai dit qu'aucun corticoïde n'est métabolisé par le poumon et que les concentrations plasmatiques des corticoïdes vont dépendre de leur passage plasmatique, de leur clearance et enfin de la fixation aux protéines. Là, c'est pour montrer le passage que les deux parties, lorsqu'on inhale, nous avons ceux qui vont directement dans le tube digestif et ceux qui vont dans le tube respiratoire, mais ils se retrouveront tous pour être catabolisés au niveau du foie après leur passage plasmatique. La biodisponibilité maintenant des différentes molécules. Pour la fluticasone, elle est de 1%. Pour le budesonide, elle est de 6 à 13. Et enfin, pour la beclomethasone, elle est de 25%. Cette biodisponibilité va être contrebalancée par le dispositif d'inhalation. On sait que lorsque une chambre d'inhalation doit être utilisée pour un produit qui a une biodisponibilité très importante. Et que pour ceux qui ont une petite biodisponibilité, on peut utiliser n'importe quel dispositif d'inhalation parce que l'effet est indépendant. Je voudrais rappeler aussi que lorsqu'on utilise des corticoïdes très souvent, et parfois on nous dit que certains macrolides sont utilisés comme étant un anti-inflammatoire en pneumologie pédiatrique, surtout chez les enfants asthmatiques. Je voudrais rappeler que la plupart des glucocorticoïdes sont métabolisés par le cytochrome hépatique et que l'effet de glucocorticoïdes inhalés peut être potentialisé lorsqu'il y a une inhibition de ce cytochrome hépatique. Et je citerai que des molécules qui vont agir dessus, ceux qui sont souvent prescrits avec des glucocorticoïdes et qui sont les macrolides, essentiellement la clarithromycine, l'érythromycine, la thécobienne. Bon, jus de pamplemousse, je sais que les enfants n'aiment pas beaucoup parce que vu son goût. Alors, je passe, ça c'est les dernières recommandations du GINA 2022 pour les doses. On vous a toujours parlé de doses faibles, de doses moyennes, de doses fortes de glucocorticoïdes inhalés. Alors, là où il y a les astérix en rouge, c'est les produits qui sont disponibles au Maroc. Et ça, c'est pour les enfants de plus de 12 ans. Pour la beclomethasone, c'est 200 à 500, 500 à 1000 et supérieur à 1000 pour les doses. Pour la fluticasone, c'est 100, 250, 250, 500 et plus de 500. Et pour la fluticasone par aérosol, c'est 150, 250. Vous voyez, les fois ne change pas que le dispositif soit en poudre sèche ou en aérosol, ça ne change pas. Je pense qu'on était sur des doses beaucoup plus grandes que ça avant. Aujourd'hui, donc, on en est là. Pour les petits-enfants, donc ceux de moins de 6 ans, les molécules présentes au Maroc, bien sûr, beclomethasone, budesonide, propionate de fluticasone en poudre sèche et propionate de fluticasone en particules standard. Les doses, c'est 50 mg, alors qu'on voit qu'on est à des doses beaucoup plus que ça. L'aérosol le plus faiblement dosé, il est à 125, je pense. On est déjà au-dessus de la dose faible. Je passe rapidement sur les nouvelles recommandations, je t'en ai parlé. Donc là, les plaques pour les enfants de moins de 5 ans, les nouvelles recommandations du GINA, c'est privilégier un corticoïde associé à un bêta-2 mimétique longue durée d'action lorsqu'on est plus de 4 ans. Pour les plus de 6-11 ans, également privilégier les bêta-2 mimétiques plus des LABA et qu'en cas de besoin, on peut même utiliser les LABA. Donc, je vous fais le résumé très rapidement des plaques pour contrainte de temps. Pour les enfants de plus de 12 ans, c'est la même chose en général. Alors, pour les nébuliser, ils pourraient éventuellement avoir un effet bénéfique au moment des crises, donc
pour des enfants hospitalisés, essayez quand même. N'hésitez pas à utiliser du corticoïde nébulisé avec les bronchodilatateurs. Les effets secondaires, il y a des effets secondaires locaux, donc ils sont présents entre 5 à 60% des cas. Irritation de la voix, soif, toux, candidose buccale. Donc je pense que vous avez tous vu ces effets. Je vous parlerai d'autres. Je vous parlerai d'autres qui sont... je vous parlerai d'autres et j'insisterai sur un travail qui a été fait en Scandinavie par Sidouf. Alors c'est un travail qui a recruté pratiquement un groupe de 100 enfants et qui les a suivis jusqu'à 13 ans par la suite. Et il s'est basé sur la densité de minéralisation osseuse. Alors les résultats sont étonnants. Alors l'utilisation régulière d'un glucocorticoïde inhalé pendant plus de 6 mois chez un enfant avant l'âge de 6 ans allait entraîner une baisse de la densité minérale osseuse dans tous les cas. Cette baisse de densité minérale osseuse, elle est maximale au niveau du rachis, au niveau des cols fémoraux, et ne l'est pas au niveau des diaphyses tibiales. Et que cette notion est corrélée à l'effet cumulatif. Plus on en a pris, plus le risque est important. Et donc, parfois même que les effets peuvent être vus à l'âge adulte, d'après l'étude. Donc, une importance maximale que vous devez donner à la dose minimale efficace. C'est un effet dose et temps dose pour la déminéralisation osseuse. Alors, même chose. Et je voudrais conclure pour dire que les glucocorticoïdes en pneumologie sont très utiles quand ils sont bien utilisés. Et que les glucocorticoïdes sont très dangereux lorsqu'ils sont mal utilisés. Et c'est pour ça que j'ai dit glucocorticoïde. Je me rappelle de glucose. Il est bon, il est sucré, il est suite, mais il est dangereux. La corticothérapie, il fut un temps où je disais, n'hésitez pas, c'est bon. Aujourd'hui, je vous dis, faites attention, elle n'est pas si anodine que ça. Je vous remercie. Merci.